Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement en place a lancé le 16 décembre 2016 son plan quinquennal d'action qualifié d'ambitieux par nombre de Béninois. En attendant d'en voir la réalisation, il est question pour nous de nous interroger sur la place réservée à l'aménagement du cadre de vie pour un développement durable. Invité pour nous édifier sur le sujet, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Alisso. Sur ce plateau, je suis avec mon confrère Tanguy Agoy de Canal 3. Tanguy, bonjour. Bonjour, monsieur Adisso. Monsieur le ministre José Didier Tonato, bonjour. Avant de parler en profondeur du programme d'action du gouvernement, pour ce qui concerne votre département ministériel, on va déjà évoquer l'actualité. Et l'actualité, vous le savez bien, c'est les pluies déjà à Cotonou, c'est les inondations. Il n'y a que la ville s'en plaint déjà. Ça vous dit quoi quand vous circulez ces derniers temps à Cotonou? Ça me peine beaucoup. Ça me peine parce que simplement ça donne l'impression que ce problème récurrent que constitue l'inondation qui couvre à peu près les 2/3 de la ville de Cotonou n'a pas de solution durable. Et c'est également la résultante d'un certain nombre de solutions pas durables du tout, de solutions temporaires, de solutions ponctuelles, non concertées et non coordonnées, qu'on a essayé de mettre en œuvre depuis des années. Je peux dire ici que le ministère du cadre de vie et développement durable fait partie des solutions que le chef de l'État a imaginées pour apporter des solutions durables. Et c'est pour ça que nous en parlerons certainement. Nous allons entamer vraiment de façon sérieuse la mise en œuvre de solutions durables. Mais en attendant, depuis une semaine, nous avons, comme l'avons fait l'année dernière en traitant les urgences, nous avons activé la plateforme départementale de gestion des catastrophes qui est pilotée par le préfet, autour duquel le ministère s'est retrouvé avec l'Agence nationale de la protection civile du ministère de l'Intérieur et la ville de Cotonou. Et nous avons sorti les moyens de pompage, d'ouverture des tranchées pour que les populations soient soulagées. Mais il nous faut sortir de cette solution, de ces solutions temporaires pour aller vers des solutions plus durables. Et c'est ce à quoi nous travaillons sérieusement depuis un an. Parler l'exécution donc des travaux, on note la persistance de l'inondation à Cotonou. C'est ce que nous allons voir à travers ce reportage ORTB d'Arnaud Adadia. Suivant. Il est difficile de circuler à certains endroits de la ville de Cotonou en période de pluie, malgré la présence des ouvrages d'assainissement. Constat au quartier Bégamin entre la PTT et la voie qui dévie à gauche vers le carrefour de Vaudien. Chaque année, là, si la pluie a commencé par tomber, là, cette voie-là, ça nous dérange beaucoup à cause de l'eau. On ne peut pas voir la place pour partir. Même à Dégacon, à Akpakpa, sur la voie en cours de pavage, l'eau a assiégé la chaussée et dicte sa loi. Il y a l'eau, il y a trop l'eau. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les lots là. Il y a Vati encore qui mourent dans les lots là. Des véhicules qui tombent en panne. Et plus grave encore, avec des risques d'électrocution. Les clients n'arrivent pas à pénétrer les sociétés pour acheter. Il y a un temps là, l'eau était rentrée dans notre boutique. Tellement l'eau était arrivée même plus que mer. Beaucoup de nos matériels informatiques se sont gâtés. Sur la cause, d'aucuns incriminent les entreprises des travaux publics. La voie de Bégamera n'est jamais réparée. Ils prennent leur argent pour aller bouffer ça dans leur famille. Moi, j'ai dit ça. Voilà le point de vue de Hervé à Bégamé. Et que dit-on de la persistance de l'eau malgré les travaux à Akpakpa Dégacon? Pourquoi le travail a été arrêté? Bon, d'aucuns ont dit que c'est le fond qui manque. Ça gêne beaucoup les gens dans le quartier. Des ouvrages d'assainissement qui sont envahis par l'eau en période de pluie, on en trouve un peu partout dans la ville de Cotonou. Que faire pour soulager les uns et les autres? Seule une bonne solution pourra libérer les populations. Comment comprendre, José Tonato, la persistance de l'inondation à Cotonou, malgré l'accomplissement des travaux dont vous avez tantôt fait cas? J'en parlais il y a quelques minutes. C'est une situation qui a ces causes qui remontent assez loin par nos pratiques. Et le site de Cotonou est un site très difficile. C'est un site plat qui n'a pas de pente, qui est un site hydromorphe avec beaucoup de parties marécageuses et dont il faut tenir compte comme contrainte physique dans la planification
de l'aménagement urbain et de l'occupation du site. Je dis au passage que Cotonou, jusqu'à l'heure où je vous parle, malgré près de 17 ans de gestion décentralisée, n'a pas encore de plan directeur d'urbanisme. Or, c'est ce document qui planifie la vision, qui planifie l'avenir. Nous avons installé les lotissements au mépris de la topographie du site. Nous avons implanté les lotissements en occupant les couloirs d'écoulement d'eau, en occupant les exutoires, en bouchant. Nous avons passé notre vie à boucher des bas-fonds, à combler des bas-fonds, à réduire progressivement les exutoires naturels dont disposait l'agglomération de Cotonou. Vous savez, le premier plan directeur de la ville de Cotonou, qui a été réalisé par l'architecte Arsac, limitait la ville au nord à la hauteur du marché Saint-Michel. Tout le reste était des plantations. Là où il y a l'étoile rouge aujourd'hui, on l'appelait Saint-Jean-Guagoudo. On était déjà dans les bas-fonds. Donc nous avons comblé progressivement cet espace, qui est un espace naturel, mais nous n'avons pas pris les solutions techniques qu'il faut pour drainer correctement et mettre hors d'eau ces parties-là. Maintenant que la situation est là, il faut aller de l'avant. Il faut courageusement entamer les solutions durables. Je voudrais dire également que les solutions conjoncturelles qu'on a mises en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années ont coûté excessivement cher à l'État. Les conditions, les projets comme les 3 CI Cotonou en campagne contre l'inondation, ça c'est un exemple que je donne, c'est l'opération par essence, c'est l'investissement par essence qui ne peut pas durer plus de 6 mois. Faire du reprofilage, faire du rechargement de voies dans un environnement humide, bourré de bas-fonds, comme à Cotonou, c'est prendre le risque de jeter des millions, des milliards qui partent en fumée dès lors que les eaux se retirent. C'est ce que nous avons fait chaque année. Quand je parle de solutions conjoncturelles, non durables, c'est un exemple. Oui. Si on avait cumulé ces dizaines de milliards pour traiter, ne serait-ce que géographiquement, zone par zone, en mettant des ouvrages d'assainissement durable en place, on aurait réglé partiellement la question de la mairie de Cotonou avait sollicité tout le temps, je dois dire, l'appui de l'État central qui n'est toujours pas venu. On avait parlé entre-temps de 200 milliards, etc. Je ne sais pas si c'est toujours à cette étape-là. On n'a toujours pas vu l'État au chevet de la commune. Ah mais que si, l'État elle proposait ces solutions qu'elle avait apportées. Oui, je n'ai pas indexé spécialement la mairie de Cotonou. Je parle d'une solution qui n'est pas une solution durable. Ça peut être l'État associé à la mairie de Cotonou. Il aurait fallu étudier sérieusement le problème, poser le diagnostic, imaginer les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faudrait que le court terme donne la main au moyen terme et ainsi de suite. Il ne faut pas que le court terme disparaisse et que chaque année on reprenne le court terme. C'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, l'État, avec le projet que vous connaissez certainement, le projet, le PUGEMU, le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, il a été élaboré un plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Ce plan a fait l'objet d'une première partie de mise en œuvre, uniquement la partie urgence, parce qu'il y a le plan d'urgence, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Le PUGEMU projet financé par la Banque mondiale a mis en œuvre les infrastructures d'assainissement pour la phase d'urgence. Ça coûte 16 milliards. Oui, et justement, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter les grands axes de ce plan directeur d'assainissement pluvial de Cotonou? Merci beaucoup. Donc, les grands axes de ce plan directeur, c'est doter toute l'agglomération, c'est compléter le réseau de collecteurs primaires dans la ville de Cotonou de façon à couvrir la totalité du territoire de la ville, collecteurs primaires, collecteurs secondaires, aménagement des voies qui sont attachés à ces collecteurs-là. Et le PUGEMU, comme je vous le disais il y a quelques minutes, a pris et a réalisé la phase d'urgence, qui n'est pas grand-chose, ça coûte que 16 milliards. On a regardé dans Cotonou, à Midombo et au nord de Vouza, quelles sont les zones les plus critiques. On les a traitées. Maintenant, il reste un investissement de près de 400 milliards, disons 350 milliards pour être plus précis, qui était programmé pour une phase moyen terme et long terme à 2035.
compte tenu de l'acuité du problème, compte tenu des conditions de vie difficiles des populations, le chef de l'État a pris l'engagement que ce plan directeur sera définitivement bouclé en 2021. Nous gagnerons, en ce qui concerne l'assainissement de Cotonou, 14 années pour améliorer la vie des populations. Et à l'heure où je vous parle, les études qu'on appelle les études APD, avant projet détaillé, sont en train d'être finalisées. Ces études vont être finalisées pour fin juin de ce mois-ci et nous allons entamer le processus d'appel d'offres pour recruter les entreprises, parce que c'est des entreprises de grande envergure, ayant l'expérience qu'il faut pour travailler dans un milieu difficile comme Cotonou, qui feront le travail. Notre objectif, c'est de démarrer les travaux l'année prochaine. Est-ce que nous avons les soutiens qu'il faut, les soutiens financiers, je veux dire les partenaires qui devraient accompagner? C'est que le PGMU a un soutien dans ce sens, mais ça va au-delà. Le PGMU a eu le soutien de la Banque mondiale. Et vous avez vu que dès que nous avons signé les accords avec le Fonds monétaire international, les partenaires sont revenus. La Banque mondiale, lors du passage du vice-président, a déjà relevé l'enveloppe qui était prévue de 200 millions à 500 millions de dollars. Nous sommes en discussion. La Banque mondiale est encore notre partenaire chef de file dans la gestion de ce projet d'assainissement de Cotonou. Et nous avons vraiment bon espoir que les choses se passent. Puisque nous avons eu le OK pour faire les études. José Tonato, la mise en œuvre du plan directeur est prévue pour le premier trimestre 2018. Or, nous sommes dans une situation d'inondation. Est-ce qu'on ne peut pas expérimenter d'autres coûts, à part ceux que vous avez déjà évoqués? Oui, votre question, je la comprends très bien. C'est parce qu'on a toujours voulu parler au plus précis que chaque année, nous retombons dans la récurrence. Nous n'avons pas abandonné les populations dans leur situation. Nous avons amené les moyens de bord, les pelles, les chargeuses, les motopompes, toutes les forces qui sont impliquées dans la plateforme départementale de gestion des catastrophes est en train de travailler actuellement. Donc, nous soulageons les populations. Et nous avons pour objectif de rendre accessibles tous les centres scolaires qui vont accueillir des candidats dans les semaines qui viennent. Nos enfants pourront aller aux examens dans de très bonnes conditions, mais face à l'urgence, nous avons le cap sur la vision, sur la solution définitive. Et c'est de ça que je vous parle, en permettant à Cotonou et à l'agglomération de Cotonou de gagner 14 années et surtout de faire l'économie des dépenses onéreuses de milliards qu'on fait chaque année dans des solutions conjoncturelles et sans lendemain. Quel sera le visage Cotonou après justement la mise en œuvre de ce projet, de ce plan, je veux dire? Si je pouvais vous projeter une image, l'image de Cotonou, vous connaissez tous les grands axes de Cotonou. Vous connaissez Stémez, vous connaissez l'avenue du Canada, et tous les autres axes qu'on n'a pas encore baptisés, mais qui ont des numéros, puisque Cotonou est doté d'un plan d'adressage. Tout ce que nous avons aujourd'hui en double voie dans toute l'agglomération de Cotonou sera pris en compte par le schéma directeur, en collecteur enterré ou en collecteur ouvert. Et les chaussées seront aménagées, les trottoirs seront aménagés, et quand nous allons rentrer dans le projet asphaltage, je vous expliquerai, ce sera partout dans Cotonou de l'aménagement de façade à façade. Monsieur le ministre, oui. Plusieurs initiatives ont été expérimentées sans grand succès. On en veut pour preuve l'initiative 3CI, ce n'est pas une initiative du gouvernement, d'accord, c'est une initiative de la mairie de Cotonou, Cotonou en campagne contre l'inondation. Mais ces initiatives n'ont pas prospéré. Quelle est la particularité de ce plan directeur dont vous avez parlé tantôt? Les initiatives qui n'ont pas prospéré ont certainement souffert de l'absence de bonnes études techniques. Ça, c'est l'analyse. Quand on intervient dans la précipitation, quand on conçoit... C'est pour ça que, je vous dis, nous avons passé une année, certes à gérer les urgences, mais à préparer méthodiquement, à faire les bonnes études techniques, environnementales et sociales, pour que... Parce que les études auraient révélé que ces solutions-là ne sont pas des solutions durables, si on a fait les études techniques. Donc, la seule explication des solutions qui n'ont pas marché, de mon point de vue de technicien, c'est que ces projets-là n'ont pas bénéficié de bonnes études. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. À vous entendre, vous semblez faire l'apologie de ce plan directeur. Et quelles sont les perspectives pour ce plan directeur? Vous savez, ce plan directeur n'a pas été élaboré maintenant.
Ce plan directeur a été élaboré dans le cadre du PUGEMU, donc bien avant que le gouvernement du nouveau départ s'installe. Ce n'est pas parce que c'est avant nous, et quand c'est bon, il ne faut pas dire pour nous c'est bon. On l'a regardé de près et moi j'ai suivi personnellement le lancement et la réception des travaux de la phase d'urgence. Je suis arrivé en avril, en mai déjà j'étais sur le terrain pour lancer les premiers travaux d'assainissement de la phase d'urgence. Exactement 10 mois après, j'ai réceptionné les travaux. Donc actuellement, c'est un dossier que je connais bien. C'est pour ça que je l'ai présenté au gouvernement qui a accepté que les études techniques soient abouties sur le reste du plan directeur. À partir de ce moment-là, c'est des études assez denses. Et nous les aurons à la fin du mois pour qu'on ait notre dossier d'appel d'offres pour consulter les entreprises. Que dire donc des perspectives contre l'inondation à Cotonou? Les perspectives contre l'inondation à Cotonou, c'est que à partir de 2018, nous allons lancer pour une période de 36 mois la réalisation des travaux d'assainissement définitifs de la ville de Cotonou. Ce qui veut dire que si on termine en 3 ans l'ensemble des collecteurs d'aménagement de voirie, on aura réglé, en couplant avec le projet asphaltage dont nous parlerons tantôt, nous sortirons plus de 90% de Cotonou hors d'eau. Les gens vont sortir de chez eux, vont monter sur le bitume, vont aller travailler, vont aller au marché. Nous allons sortir définitivement, et ça je suis formel, nous allons sortir définitivement des questions d'inondation en 2020, parce que c'est 3 ans, des questions d'inondation dans Cotonou. C'est ça qu'on appelle une ville résiliente, qui a des infrastructures résilientes, puisque l'AFD nous appuie déjà sur un certain pas avec le projet PAVIC, le projet d'appui aux villes contre les changements climatiques. Sur Porte-Novo, c'est pareil. Donc tous ces projets-là sont complémentaires à ce que nous allons faire pour que définitivement la question de la fragilité des populations dans leur environnement de Cotonou soit réglée et que nous mettons fin. Il n'y aura plus du tout de lotissement de zones marécageuses, ça c'est terminé. La mise en œuvre du plan va amener à déplacer certaines personnes, c'est ça qu'on appelle les plans de relogement, ça sera fait dans les règles de l'art avec des dédommagement, mais si les populations sont patientes et qu'on met en œuvre ce plan, et ça sera fait, je pense qu'en 2020, 2021, ce sera derrière nous définitivement. Mais vous ne parlez pas du comportement des populations qui quand même jouent un rôle assez important dans ce qui nous arrive à Cotonou. L'incivisme, il est bien là. C'est vrai. La partition des populations est à considérer. Vous comprenez bien que dans la mise en œuvre des projets qui viennent, les partenariats ne seront pas seulement avec les collectivités locales. Il y aura de la communication sociale. Vous savez, chaque Béninois est conscient de ce que les améliorations qu'on apporte dans son cadre de vie doivent être prises en compte et valorisées. On a fait des études ici dans les années 1990-92 sur le quartier Ménotinka, on a fait le pavage. Pour 1 franc que l'État, à travers la Banque mondiale, a apporté, le privé, en amélioration de son cadre de vie, a apporté 15 francs en 3 ans. C'est ça qui dope l'économie locale. Et observez bien dans la ville, pour les axes qui ont été libérés, où des boutiques ont aujourd'hui plus de visibilité et ont plus de fréquentation, moi, c'est tous les jours que j'observe les améliorations que les populations apportent elles-mêmes. Donc, le comportement va découler de notre communication que nous allons mettre en place et également du fait que personne n'a envie de vivre dans un cadre de vie malpropre. José Donato, l'un des projets phares de la Convention cadre et bien sûr du programme d'action du gouvernement, c'est l'asphaltage. Veuillez nous en rappeler un peu le contenu et bien sûr l'intérêt. Merci M. Adisso. Le projet asphaltage, c'est simplement le projet de réhabilitation et d'extension de la voirie urbaine dans 9 villes de notre pays. Vous voyez aujourd'hui Cotonou, dans plusieurs quartiers centraux, vous voulez nous parler d'inondations, de voies non revêtues. Vous allez dans l'un des quartiers les plus anciens de Cotonou, quartier résidentiel s'il vous plaît, les Cocotiers, 1959. La Révive, 1959.
la Patte d'Oie 1960. On a encore des voies en terre. Ailleurs, un lotissement s'ouvre avec des voies revêtues. Donc l'asphaltage se propose de revêtir la majeure partie du réseau primaire, du réseau secondaire et dans la mesure du possible dans l'espace central du réseau tertiaire. C'est-à-dire c'est la voie de desserte qui mène au portail de chacun de nous. C'est un aménagement, je le disais tantôt, de façade à façade. La chaussée sera revêtue, les caniveaux seront couverts, le trottoir sera construit et les équipements urbains, le mobilier urbain sera en place. Nous allons passer de l'éclairage solaire dans toutes les rues. Nous allons positionner des banquettes pour que dans les rues, ce soit plus agréable de s'asseoir et de regarder. Nous allons planter des arbres. Nous allons mettre des poubelles pour que notre environnement urbain devienne quelque chose d'agréable. Pour qu'on ne trouve pas au coin de chaque rue un entassement de déchets, par exemple. Quand c'est propre, tout le monde a envie de maintenir ça propre. Et le projet asphaltage, qui est un projet de voirie, mais qui va, je vous l'ai dit tantôt, par rapport à l'investissement public, c'est un levier pour l'investissement privé, mais dans le même temps, parce qu'on aura revêtu nos rues, on va améliorer nos services de gestion des déchets. Nous pourrons passer les camions Spiros dans plusieurs quartiers. Aujourd'hui, les voies non revêtues ne peuvent pas recevoir des bennes tasseuses. Vous êtes d'accord? On pourra parler dans le transport public, parce qu'il y aura beaucoup plus de voies revêtues. Le transport urbain, c'est l'amélioration de l'économie locale, c'est l'amélioration des services urbains, c'est la qualité de vie qui change de palier. Ce n'est pas pour rien que l'amélioration des conditions de vie des populations est l'axe stratégique secte du PAG. Le dernier axe, c'est la conclusion du PAG, de la mise en œuvre du PAG. C'est également le ressenti de nos populations quand l'action gouvernementale aura été mise en œuvre. C'est pourquoi nous savons que c'est redoutable comme une mission, mais nous y travaillons avec tous les collègues qui sont impliqués dans la mise en œuvre du PAG. Dans ce cadre, justement, dans le cadre de ce projet, on a ciblé certaines villes qui sont prioritaires. Pourquoi est-ce que vous aviez ciblé ces villes-là? En fonction de quoi vous les avez sélectionnées, Monsieur le ministre? On a ciblé certaines villes simplement parce que il faut commencer quelque part. Et quand on veut commencer quelque part, vous savez, dans ce pays, d'ailleurs, on m'a posé une question à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le programme de pavage des 77 communes n'a pas été abouti? Pourquoi est-ce que certaines communes, plus de 40, ont été laissées à l'abandon? Simplement parce que ce n'est pas pratique. C'est contre même les principes d'aménagement du territoire qui imposent que chaque pays travaille sur des pôles qui, ensuite, tirent leur hinterland. On ne peut pas aménager tout le Bénin comme Cotonou. Vous êtes d'accord? On ne peut pas avoir 77 ports au Bénin. Même si on le voulait, on n'a pas la mer partout. Et donc, on a dans ce pays quelque chose qui avait été fait, qui était très bien. C'est l'agenda spatial, qui est un peu comme le schéma national d'aménagement du territoire. Cet agenda a défini des pôles par région, par zone. On a choisi tout dernièrement les chefs-lieux de département. Vous êtes d'accord? Un département doit avoir un chef-lieu. Donc, l'investissement de l'État doit concourir à amener ces pôles-là à ce niveau pour que ces pôles tirent l'interland. Si vous avez 20 km de voies pavées à faire et que vous découpez ça sur 40 communes, 40 villes, vous allez faire 500 mètres de pavés par ville qui ne serviront à rien, qui n'aboutiront à rien. Parce que ça va être 500 mètres de pavés pour faire joli, mais qui n'apportent aucun service simplement parce qu'il faut un pôle quelque part où tout le monde va pour régler certains services avant de rentrer chez soi. Et c'est ce pôle-là, ce sont ces pôles-là qui vont développer l'ensemble du territoire. Maintenant, dans une deuxième étape, Chef-lieu de département. tous les chefs-lieux de département sont compris dans le projet. Tous les chefs-lieux de département sont compris. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Nous avons un programme Ville durable qui prend en compte 30 autres villes. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'intervention selon l'importance de la ville, de la commune, dans l'armature
urbaine de notre pays. Je voudrais quand même que vous disiez, monsieur le ministre, que vous disiez un mot sur une opération menée en Prolide, donc à l'asphaltage, une opération récemment menée. Je veux parler donc de l'opération de libération des espaces publics, une opération à laquelle les Béninois ont diversement adhéré. Vous le savez, que comptez-vous faire pour apaiser les mécontents? Nous avons commencé à travailler à ça. C'est avec beaucoup de peine que j'ai vu la peine des populations. Le chef de l'État lui-même l'a observé, mais c'était une opération nécessaire pour améliorer notre cadre de vie. Nous allons prendre quelques actions courageuses, mais nous sommes conscients que les conséquences sociales sont à traiter. Et la solution aujourd'hui, c'est le projet asphaltage. L'autre solution, c'est le programme d'aménagement, de construction de plus d'une quarantaine de marchés urbains à neuf pour accueillir les populations qui ont été peu ou prou touchées par cette opération. Nous continuons de travailler sur les solutions sociales, sur les solutions économiques, mais l'ensemble, oui, on ne nous a pas laissé déployer. Quand on déploie une action, on commence quelque part, on finit quelque part. Je sais que de façon générale, globale, l'impact de cette opération a été un impact positif pour l'environnement et pour les populations en justement, général. Il y a eu des casses, mais quelles sont les solutions de durabilité après les solutions de durabilité, c'est ce dont je viens de parler. C'est l'asphaltage, c'est le projet asphaltage. C'est la construction des espaces, de nouveaux marchés. Tout Cotonou, nous allons construire 35 marchés en moins de 2 ans. 17 marchés d'arrondissement, 18 marchés de quartier, à 9, s'il vous plaît. Les études d'architecture sont en cours actuellement et seront conduites à terme dans de meilleures conditions pour qu'on offre à tous ceux qui souhaitent vendre, participer à la vie économique de notre pays, le fassent dans des conditions plus décentes. Ne déversent pas sur nos chaussées les piétons qui sont en situation difficile de sécurité, dégagent la façade des gens qui ont des boutiques et qui payent des taxes. Il y a des gens sur Stémez qui étaient sur le point de fermer leur boutique. Pourtant, ils payent des taxes tous les jours. Une dame appelle et dit, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques mois, je vends. J'ai même fait des travaux pour agrandir ma boutique parce que finalement, tout le monde me voit maintenant. On peut traverser le trottoir pour venir à la boutique. Oui. C'est important. Oui, mais et ça va ramener plus de ressources pour la ville. Vous vous rendez compte? Oui. Tout ce que le gouvernement fait, les marchés, la voirie, l'asphaltage, ça débouche sur la fiscalité locale directe, donc dans les caisses des collectivités locales. Oui, mais il faut environ 400 milliards pour réaliser ce projet. Est-ce que le financement est en train d'être bouclé? Ce qu'il faut préciser, c'est la façon dont nous avons travaillé depuis 1 an. Je l'ai dit au début, on a fait le diagnostic, on s'est attaqué à l'urgence, mais on a également enclenché en même temps les études stratégiques, études techniques, APS, APD, études environnementales et sociales, mobilisation financière et structuration. Quand on a lancé le budget, le PAG, on a, sur les 9,039 milliards, il y avait déjà 880 de mobilisés. Ça a été annoncé le jour-là. Et depuis décembre, je ne suis pas le ministre des Finances, sinon je vous aurais dit le chiffre, le bon qu'on a fait en plus, parce que comptez le nombre de voyages que le chef de l'État a fait et les accords qui ont été signés. Moi, j'étais personnellement en Turquie, par exemple, dans le cadre de ces projets-là. Donc, la mobilisation financière suit son cours et les chronogrammes seront tenus. Monsieur le ministre, on a promis, sinon on a dit que ces espaces libérés devraient être en tout cas aménagés. C'est même circulé, faisant état de ce que bon, les financements n'étaient pas justement bouclés. C'est pourquoi on a dû laisser les espaces ainsi libérés. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et quel est le chronogramme du gouvernement concernant les espaces qu'on a libérés? Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que la libération du domaine public n'est pas conditionnée par l'aménagement qui vient. Dans tous les pays, on a fait passer un documentaire ici où nous avons comparé Niamey, Lomé, Kigali, Brazzaville, Kinshasa et Abidjan. Dans tous les pays qui s'aménagent aujourd'hui, qui veulent aller de l'avant, qui se positionnent. Parce que je le dis, je le répète, Cotonou n'est pas en compétition avec Parakou.
Cotonou n'est pas en compétition avec Porto-Novo, Cotonou est en compétition avec les villes de la sous-région. OK? L'espace public est un espace de circulation, de mobilité, de sécurité. C'est un espace dans lequel on ne peut pas s'installer si on n'est pas spécialement autorisé. Donc nous voulons quand même qu'au Bénin, on recommence à mettre les choses à l'endroit. C'est vrai que cette occupation indue, qu'on a appelée par abus, droit acquis, constaté, ça a ramené des ressources aux collectivités locales. OK, mais il faut un temps pour faire les choses comme il doit se faire. Nous voulons que notre espace public soit libéré, soit bien aménagé et que les espaces où on fait du commerce soient également bien connus et bien aménagés dans des conditions de dignité. Voilà pourquoi nous avons les 35 marchés qui vont être construits dans Cotonou. Donc, cet espace libéré va être aménagé. C'est le projet asphaltage. Fondamentalement, ce qui arrive, et c'est sur ça que nous travaillons. Tous les études sur le projet asphaltage. Nous avons 3 gros bureaux d'études béninois qui travaillent. Nous avons une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le bureau Louis Berger qui démarre le 10 juin. Nous sommes vraiment dans l'opérationnel et nous avons annoncé le démarrage des travaux pour le 2e trimestre de 2018. Monsieur le ministre, oui. Parlant de réalisation d'infrastructures routières, plusieurs ministères interviennent comme le ministère des Travaux publics. Oui. Que faites-vous pour éviter les frictions? Que faites-vous pour éviter les conflits d'attribution ou de rôle? Je travaille en très bonne intelligence avec le ministre des Infrastructures. Je vais vous donner un exemple. Cotonou va recevoir le contournement nord qui démarre depuis Calavi. C'est carrément une voie rapide avec péage de 40 km qui va quitter Calavi et qui va atterrir à Sémé, avec des embranchements sur Cotonou. Donc ça a forcément des implications sur le développement, le niveau environnement de la ville de Cotonou. Dans le même temps, moi j'ai l'aménagement des berges de la lagune. Donc il y a des deux côtés de la berge de la lagune de Cotonou. Nous allons mettre des corniches comme on voit dans tous les pays au bord du plan d'eau. Ce n'est pas des déchets qu'on voit, mais c'est une voie avec des aménagements. Pour ne pas faire double emploi, le ministère, sous l'impulsion et chef de l'État, le ministère de l'Infrastructure et nous avons combiné les études ensemble pour que ce soit une seule étude qui soit réalisée et qu'après, nous ayons des composantes urbaines et composantes routières. Ça, c'est un exemple. Il y a par exemple la bretelle qui prend le trafic portuaire, qui arrive par le port, qui arrive jusqu'au niveau de l'église Notre-Dame et qui doit s'enclencher sur le contournement nord à partir d'une des berges. Ça aussi, nous l'avons conduit ensemble. Nous travaillons en permanence ensemble parce que dans les villes, nous avons les traversées des voies, les traversées urbaines, des voies de communication. Regardez le corridor Abidjan-Lagos. Depuis Ilakondi jusqu'à Sémékrake, c'est conduit par le ministère des Infrastructures. Mais nous traversons Cotonou, nous traversons Sémé, nous traversons Ouida, nous traversons Komé. Et ça, c'est des villes qui sont impactées par des projets que nous faisons. Forcément, nous travaillons ensemble, nous discutons pour que tout soit bien coordonné. Oui, l'asphaltage suppose la réalisation de projets structurants. Que comptez-vous faire d'autre, à part donc la construction des routes? À part l'asphaltage, il y a le grand projet de gestion, la modernisation de la gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué. C'est un projet important parce que c'est le pan environnemental de l'assainissement de notre cadre de vie. Et aujourd'hui, ce qui se passe est à la limite de l'insupportable. L'entassement que nous avons, l'incapacité à gérer. Et le rôle de l'État, c'est d'arriver, d'appuyer les collectivités pour régler les problèmes, de définir la façon dont ça va se faire désormais et de leur repasser la main. Et le PUGEMUC, dont j'ai parlé tantôt, a beaucoup travaillé dans sa composante B sur la gestion des déchets. Il y a le lieu d'enfouissement sanitaire de Takon qui a été finalisé. Il y a Ouessé, l'autre lieu d'enfouissement qui a été agrandi. On a construit des points de regroupement à Porto-Novo, à Sémépodi, à Cotonou, à Calavi et à Ouida. On a construit également des centres de transfert, mais ce n'est pas complet. La programmation selon la disponibilité financière de ces projets-là traîne dans le temps. Et ça aussi, le PUGEMI va
arrivé à terme fin octobre 2017, le chef de l'État a décidé qu'à la suite du PGMU, on mette en même temps en place un système de modernisation de gestion des déchets sur l'ensemble de l'agglomération pour les 5 communes. Et donc, c'est un investissement de 95 milliards pour finaliser les 2 lieux d'enfouissement sanitaire, Ouessé dans la commune de Ouida et Takon dans la commune de Porto-Novo, construire, densifier le réseau des centres de transfert et des points de regroupement, construire auprès des lieux d'enfouissement sanitaire 2 usines de traitement, méthanisation et valorisation des déchets. C'est ce qui va se faire pour que, courant 2018, on ait un dispositif qui prend en compte l'ensemble de ceux qui interviennent aujourd'hui. Donc il y aura toujours le maillage, la composante pré-collecte, où nous allons former et mieux équiper les ONG et GIE qui travaillent aujourd'hui dans la pré-collecte, mais à la différence qu'ils n'iront plus verser ça au bord de la lagune de Cotonou. Parlant justement de gestion des déchets, nous n'avons que 2 lieux d'enfouissement sanitaire, les lieux de Takon et de Ouessé, Oui. Lesquels ne respectent même pas les normes requises. Que comptez-vous faire pour que nous ayons davantage de lieux d'enfouissement et que ces lieux aient des normes standards? Ces lieux d'enfouissement, jusqu'à présent, il y a un seul lieu d'enfouissement sanitaire qui est opérationnel, que nous avons construit dans les années 2002-2003. J'étais encore, par coïncidence, dans les parages, avec la coopération canadienne, selon les normes canadiennes. Donc je peux vous assurer que c'est un lieu qui est construit et sur les 5 ou 6 cellules prévues, il n'y a que 2 cellules qui fonctionnent actuellement. Mais vraiment dans les normes qu'il faut. Sauf que nous enfouissons la totalité. Il y a un deuxième lieu qui est construit maintenant avec l'aide de la Banque mondiale à Takon, dans la commune d'Apo-Minisrité, que vous connaissez bien, du côté de Porto-Novo. Il était prévu, dans le dispositif PGMU, de construire un 3e lieu d'enfouissement sanitaire à Calavi. De ce qu'on est, un LES à l'est, un autre à l'ouest et un au nord. Mais nous avons, pour rationaliser les investissements, nous avons fait l'évaluation en tenant compte du volume de déchets que produisent les 5 communes rassemblées. Et les calculs nous ont amenés à ceci. Ouida, si nous considérons la partie ouest de Cotonou, si nous considérons Calavi, si nous considérons Ouida, Ouessé va tenir encore 50 ans en capacité. Si nous considérons la partie est de Cotonou, Semepodji et Porto-Novo, Takon va tenir 20 ans. Donc, le lieu d'enfouissement sanitaire, le 3e, à l'horizon de 20 ans, n'est pas une priorité. Il suffit pour nous de mettre en place un dispositif qui fonctionne bien et qui organise la collecte vers ces lieux-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il est proposé que ça soit en 2 parties, où Cotonou Est jusqu'à Porto-Novo aille à Takon et Cotonou Ouest jusqu'à Ouida aille à Ouessé. Le problème qui se pose souvent, la collecte aussi, ou le système de collecte aussi, qui pose véritablement problème, en tout cas avec les expériences qu'on a vécues jusque-là. Comment ça va se passer pour qu'on n'ait pas en tout cas des déchets à larguer au bord des lagunes, comme vous le dites tout à l'heure? Je disais tantôt que l'asphaltage va régler beaucoup de problèmes, parce que nous pourrons introduire des modes de collecte plus modernes dans plusieurs parties de la ville. Dans les parties difficiles, nous allons changer les moyens de collecte que les gens utilisent actuellement. Nous travaillons avec Girus International, qui est un bureau qui a travaillé dans plusieurs pays, qui nous fait des propositions très, très intéressantes. Et ce sont ça qui vont être mises en œuvre. Nous allons moderniser le mode de travail de tous les acteurs de la filière, de façon à ce que la gestion soit faite de façon... José Tonato, nous avons des problèmes de gestion des déchets parce qu'on ne sait pas transformer nos déchets. On n'a pas de centre de recyclage en tant que tel. Il y en a à Pau, il y en a à Porto-Novo, mais il n'y en a pas assez. Quelle est votre politique dans ce sens? Oui, le centre de recyclage et de valorisation, c'est les 2 usines qui vont être désormais dans le nouveau dispositif attaché au lieu d'enfouissement sanitaire. À côté de chaque lieu d'enfouissement sanitaire, il y aura une usine de traitement et de valorisation. Une à Takon, une à Ouessé. Et l'objectif, c'est d'arriver à transformer et valoriser plus de la moitié
et à n'enfouir que ce qui est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, nous enfouissons 100%. Cotonou, nous arrivons à peine à traiter 100%. Nous enfouissons le reste dans le sol, dans la lagune, au bord du marché, partout. C'est quelque chose que nous voulons éradiquer de façon définitive. Là-dessus, il y a que l'université a une certaine expérience, ou fait une certaine expérimentation. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer. Nous sommes au courant. Et tous ceux-là seront mis à contribution. D'ailleurs, nous avons eu beaucoup d'échanges dans ce sens. Et la direction de l'environnement et du climat, chez moi au ministère, est très impliquée dans tout ce qui se fait en termes de valorisation. Nous avons des opérations pilotes qui vont concourir à améliorer le dispositif qui est en place. Revenons au marché, justement, que vous allez construire. Il y en a au total 35. Quels seront leurs visages? Nous sommes à la télé, les études sont en cours. C'est des marchés qui vont être construits, mis totalement hors d'eau, comme des halles, avec des boutiques et des étals modernes, avec des systèmes sanitaires. Dans chaque marché, ça, je veux le dire parce que c'est très important pour nous. Nous aurons toujours, quelle que soit la taille du marché, nous aurons 2 blocs sanitaires. Pourquoi 2 blocs? Au moins 2 blocs. Parce que nous voulons mettre en concurrence ceux qui vont gérer ces sanitaires-là, de façon à ce que les gens aillent naturellement vers là où c'est un peu plus propre. Il nous faut changer nos habitudes. Nous aurons ça. Nous aurons un coin de gestion du marché, pour régler les petits problèmes de santé, mais ça va être des marchés modernes, qui intègrent nos habitudes de vente, qui ne déborderont pas dans la rue. Ils vont être conçus de façon à ce que, autour du marché, il n'y ait pas la possibilité de s'installer dans la rue. Vous rentrez dedans, vous voulez acheter, vous êtes obligé de rentrer dedans. Parce que l'une des choses qui ont favorisé l'occupation du domaine public, c'est parce que, ayant mis des gens dans le marché, on a permis que d'autres se mettent dehors et vendent et font de la face de la concurrence à ceux qui payent des droits à l'intérieur. Tout ça, c'est des ratés de gestion. Est-ce qu'il y aura de la place pour les vendeuses de tomates et de piments aussi? C'est de petits commerçants quand même qui animent tout le monde. Si vous connaissez Abidjan, si vous connaissez le marché de Trècheville, par exemple, qui est une grande halle sur 2 niveaux, tout le monde a sa place. Même la petite vendeuse de piments a sa place. Donc c'est conçu comme ça. Parlant de marché, c'est pourquoi j'ai dit on intègre nos habitudes pour... Parlant du marché José Tonato, on ne peut pas occulter d'Antopa, le marché ouest-africain de référence. Un marché fait de plusieurs hangars par endroit et qui a subi aussi des incendies. Est-ce que vous avez un plan de modernisation de ce marché? Il y a un plan de modernisation du marché, les réflexions sont en cours, ça fait partie des projets phares. Mais ce marché va être décomposé. Parce que cette accumulation sur cet espace central pose un problème. C'est un point noir dans la ville pour la mobilité, pour l'assainissement, pour la sécurité. Et voyez, dans aucun pays du monde, on ne concentre le commerce de gros au cœur de la ville. Ça veut dire que vous faites venir des camions de tomates, vous faites venir des camions d'igname, là, au cœur de la ville, là où ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important dans une agglomération, c'est d'assurer la fonction dans de meilleures conditions. Donc, il y aura un marché de gros sur lequel on a annoncé dans le PHC, il y aura toute la fonction de gros sera délocalisée sur la périphérie nord-ouest de la ville, d'où viennent l'ensemble de tous nos produits agricoles et vivriers. Il y aura la construction de malls pour conserver au cœur de la ville tout ce qui est le commerce noble, comme le commerce de tissus, comme le commerce de bijoux, comme le commerce de cosmétiques, tout ce qui fait la réputation du marché de Dantopa sera maintenu au cœur de la ville. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un espace qui va changer de fonction. On ne retrouvera pas le marché comme il est aujourd'hui. Il n'est même pas souhaitable de l'avoir comme ça. Il faut que Cotonou change de palier et se positionne comme une capitale digne de ce nom. C'est ce que nous allons faire. La aussi au sein du marché, c'est un problème réel. Vous êtes d'accord? La question de la sécurité. Oui, les origines de l'incendie, le dernier incendie, je crois, trouve sa source là. Fondamentalement, il faut faire quelque chose dans ce sens. Vous savez qu'il y avait déjà un plan de modernisation du marché. En 2015, quand il y a eu l'incendie, personne n'a tenu compte
de ce plan qui existe, dont les études ont été financées avec les ressources de l'État. On a commencé à construire comme si on a commencé à construire des bâtiments. Allez voir, aujourd'hui, ces bâtiments sont inadaptés, ne sont pas occupés. Les commerçants ne peuvent pas rester dedans. C'est sérieux. Et ça, c'est quand même des milliards qu'on a encore jetés dans le marché dont on parle et qui ne servent à rien. La valorisation de ce marché pourra tenir compte justement de ces facteurs-là pour éviter que ce soit inadapté, des bâtiments inadaptés qu'on en a aujourd'hui. C'est vrai que les marchands, les bonnes dames, les marchands ont certains réflexes. Par exemple, aller s'installer dans des boutiques qui sont parfois à 2-3 niveaux sur un bâtiment, ce n'est pas évident parce que les clients ne traînent pas par là-bas. Vous savez pourquoi? Les règles de gestion sont simples. Quand vous envoyez quelqu'un au 2e étage pour vendre des bijoux, il ne faut pas mettre des bijoux au rez-de-chaussée. Il ne faut pas mettre des bijoux au 1er étage. Sinon, le client va s'arrêter au 1er étage. Vous êtes d'accord? Mais si tous les bijoux sont au 2e, le client ira là-bas. C'est ça la typologie, le zoning qu'on fait dans un marché pour assurer une bonne gestion et un bon fonctionnement. Ça, on ne l'a pas fait. Vous avez des gens qui vendent des tissus dans le bâtiment central. Vous avez dans les hangars des gens qui vendent des tissus. Pourquoi est-ce que j'irai au bâtiment central? Voyez-vous? Oui, c'est ça. Nous allons revenir à la convention cadre partenariat État-commune. À propos justement de cette convention, une séance de travail a récemment réuni au Palais de la Marina les maires du Grand Nokoué et le gouvernement. Suivons-en le reportage de Renaud Akako. La mobilisation observée à la salle du peuple du Palais de la Marina est à la hauteur de l'enjeu. Les maires du Grand Nokoué ont battu le rappel des troupes pour s'imprégner du contenu des projets structurants conçus par l'État central pour une modernisation complète des villes de Cotonou, Ouida, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Sémékodji. À l'entame de la réunion, c'est le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki, qui a rappelé les données cardinales qui fondent la démarche du gouvernement. Nous savons tous que la planification et la programmation sont une des clés du succès de la transformation profonde d'une économie et de la modernisation de cette économie. L'une des clés du succès de cette transformation, c'est la gouvernance participative, parce que les projets et programmes s'exécutent sur les territoires communaux. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a instruit pour que soit organisée cette séance avec vous. Le partenariat en gestation au bénéfice des 5 communes du Grand Nokoué s'articule autour de 4 projets structurants. Pour l'exposé du contenu, c'est le ministre Didier Tonato qui était à la manœuvre. Les contours des projets qui vont transformer en profondeur les communes du Grand Nokoué ont été passés en revue. Le gouvernement a fait le choix de réaliser la totalité du schéma directeur d'assainissement de la ville de Cotonou, à savoir l'assainissement primaire et l'assainissement secondaire au terme, à savoir en 2021. Ce programme asphaltage va dynamiser substantiellement les économies locales et l'accroissement des ressources des communes. Et donc, le Grand Nokoué, à lui, tout seul, représente à peu près les 2 tiers du projet asphaltage. Le gouvernement a également un programme qui s'appelle le programme Ville durable, qui est le programme structurant de l'ensemble des villes et sur lesquelles les interventions ont également commencé. Le défi du développement durable nécessite une synergie d'action entre l'État central et les collectivités locales. Ce nouveau mariage de raison entre l'État central et les communes présage d'un développement harmonieux et durable des collectivités territoriales. Le choix de ces préoccupations qui concourent à la modernisation de notre ville et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations témoigne encore une fois de votre ambition pour la cité métropolitaine de Cotonou. Je voudrais aussi vous remercier
très sincèrement pour nous avoir appelés à la présente séance de travail qui participe de l'ouverture de votre gouvernement en direction des communes et donc de votre volonté de ne pas travailler en vase clos par rapport aux lois de la décentralisation. Si nous devons révéler Porto Novo au monde à travers sa culture, à travers son vaudou, à travers ses masques, il faut que les gens, ceux qui viennent à Porto Novo, puissent circuler. Je veux qu'on replace la commune de Semenkoji dans son sens, dans son contexte. Mais c'est une ville qui a été délaissée, oubliée, par méconnaissance. Je suis rassuré de dire la convention État, collectivité, ce n'est que ça qui peut sauver notre pays. Chers collègues, ratifions vite. Le président Patrice Talon a clairement affiché son engagement. Les chantiers annoncés seront réalisés pour le plus grand bonheur des populations. Nous ne sommes pas politiques. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes qui sont Semenkoji, Porto Novo, Ouida, Cotonou, Roubaix-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feu tricolore ni de feu d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Quand l'appel d'offres sera lancé en juin, c'est notre appel d'offres. Les entreprises qui seront sélectionnées, les contrats qui seront signés avec vous et nous. Et la mission sera accomplie pour notre intérêt commun. Le dernier programme qu'il a cité, celui des marchés, concerne essentiellement Cotonou. Ce qui est arrêté définitivement, c'est surtout les 35 marchés de Cotonou. Ce sera des marchés modernes. Des marchés qui vont nous amener nous-mêmes à moderniser nos maisons parce que les marchés seront plus beaux que nos maisons. Le président de la République a aussi indiqué que le contrat État-parti, qui expose clairement les engagements des 2 parties, sera signé après l'examen des clauses par les conseils communaux et municipaux. Et dans cette dynamique, un modèle type de la convention cadre a été laissé à l'appréciation des 5 locataires des hôtels de ville et des membres des conseils communaux et municipaux. Monsieur le ministre, suite à cette séance, les conseils communaux se sont penchés donc sur le projet. Il y a certainement eu des adhésions. Veuillez nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'adhésion. Ce qu'on peut retenir brièvement, mais avant ça, je voudrais quand même dire que c'est la première fois depuis l'indépendance et depuis 2003 où nous sommes passés à la phase opérationnelle de la décentralisation. C'est la première fois que l'État fait la démarche vers les villes, vers les collectivités pour dire ce que j'ai l'habitude de faire chaque fois sans vous consulter, asseyons-nous pour en parler. C'est ça la signification essentielle de la Convention cadre. Pour rester cohérent et fidèle à ce que le chef de l'État a promis pendant sa campagne d'opérationnaliser davantage la décentralisation. Ceux qui ne sont pas au cœur du débat peuvent être facilement intoxiqués. Mais beaucoup de gens savent que nous sommes tous très bons connaisseurs de la décentralisation chez nous. Donc, pour la première fois qu'on dit, ce que je faisais sans vous, faisons-le ensemble, il y a certainement des imperfections. Ce n'est pas voulu. On a voulu créer des problèmes autour. Mais c'est quoi une convention cadre? Nous allons travailler ensemble, l'État, et je précise que cette convention, ces investissements, n'affectent pas pour 1 franc les transferts du FADEC qui vont normalement vers les communes. Donc leur budget n'est pas touché. L'État amène en plus un investissement complémentaire et dit faisons ensemble. Dans les conventions Banque mondiale, PUGEMI, PORAD et tout ça, les communes ne sont même pas maîtres d'ouvrage.
et signe les yeux fermés. Pourtant, c'est l'État qui prend l'argent, c'est l'État qui répond de ça. Jusqu'à ce qu'on paye la dernière bille, c'est l'État que la Banque mondiale connaît. Mais l'État dit, pour les ressources du budget national, je vais faire avec vous. Nous allons travailler ensemble sur 4 projets. Moi, je vais faire les études parce que je suis avancé, parce que c'est moi qui trace la voie. Mais dans la mise en œuvre, je vous associe. Et je vous associe pour que nous convenions ensemble de comment nous allons gérer et ensuite de comment nous allons transférer de l'État aux communes. Vous voyez? Et donc, c'est dans cet esprit-là. Il est clair que pour chaque projet, il y aura une convention spécifique qui va être adossée pour traiter des questions spécifiques. Mais sur le principe, 4 communes ont signé. 4 communes ont signé. Ouida a signé, Porte-Nouveau a signé, Semempodi a signé, Abomey-Calavi a signé. Ils l'ont dit dans la séance devant le chef de l'État avant même de discuter avec leur conseil. Oui, mais justement, si c'était si sincère, si c'était si naïf que cela, comment comprenez-vous alors la résistance d'une commune? Je vais citer particulièrement Cotonou. Je pense que c'est Cotonou seul qui peut nous expliquer le problème qu'il a. Elle a fait des observations, monsieur le ministre. Elles n'étaient pas pertinentes. Avant ces observations-là, nous avons passé 3 jours, 10, 11 et 12 mai. Le chef de l'État les a reçus le 5 mai. Ils ont reçu les projets de convention, donc la mouture de l'État, ils l'ont reçu immédiatement le 5 mai. Nous nous sommes donné rendez-vous le 10 mai pour travailler. Les discussions ont traîné. Nous avons fait 3 jours de discussion. Nous sommes arrivés à une mouture que nous pensons être la mouture consensuelle qui fait la synthèse. Quand vous allez à une discussion, vous lâchez un peu de l'Est. Il y avait Cotonou, il y avait Porto-Novo, la capitale, il y avait Semempodi. Oui, mais les problèmes ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Mais l'État ne peut pas, c'est ce que j'ai dit, oui. Quand nous sortirons de cette convention 4, que nous aborderons par exemple spécifiquement le PDA, le plan directeur d'assainissement, qui ne concerne que Cotonou, il y a des préoccupations spécifiques que nous pouvons discuter avec Cotonou. Vous comprenez? Mais est-ce que vous trouvez que dans la dynamique où nous étions de travailler ensemble, la convention 4 pouvait être un blocage pour avancer? Ce que l'État aurait pu faire sans convention. Je le précise. J'ai dit, commençons, les chefs d'État ont dit, commençons par essayer la convention cadre. Nous allons nous entendre pour travailler ensemble. J'attends encore, puisque à Cotonou, sur 49, parce que c'est sous réserve, il y a 33, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai reçu une convention qui dit, je signe sous réserve de la prise en compte des observations du conseil municipal de Cotonou. Si je signe ça, je remets la balle à terre et je recommence à discuter avec Ouida, avec ces mecs. Puisque les autres m'appelaient. Ils ont posé des questions liées au transfert. Nous avons trouvé une formule consensuelle pour que, vous savez, que ce soit l'asphaltage, le transfert ne peut pas être la même formule. Les marchés, le transfert ne peut pas être la même formule. La gestion des déchets, c'est un transfert particulier. À partir de ce moment-là, on ne peut pas, dans la convention cadre, régler définitivement la question du transfert. C'est un exemple, par exemple. Didier Tonato, à vous entendre, 4 communes sur 9 ont déjà signé. Sur 5. 4 communes ont déjà signé. Ben, le projet engage au total 5 communes. 5 communes. Cette convention-là était faite pour 5 communes. D'accord. Le Grand Okoué, parce qu'on a voulu traiter le Grand Okoué comme une agglomération. Certains n'ont pas compris pourquoi est-ce que Porto-Novo était dedans. Ben, Porto-Novo, d'abord, c'est la capitale du pays. OK. Et il y a déjà eu un schéma directeur d'assainissement qui n'a pas abouti, mais qui intégrait déjà Porto-Novo et Ouida. Donc pour nous, Porto-Novo fait partie de l'agglomération du Grand Okoué, avec 2 têtes de pôle, Cotonou et Porto-Novo. C'est un espace continuum. Cotonou a finalement signé avec, comme vous l'aviez dit, au bas de la page. Cotonou n'a pas encore signé. Enfin, sous réserve. Mais nous restons ouverts. J'ai bon espoir que Cotonou va venir. Vous allez faire sans Cotonou alors, ou qu'allez-vous faire? Oui. Alors, quelles concessions comptez-vous faire à Cotonou pour faciliter l'exécution du projet? Si vous voyez la mouture initiale et la mouture que nous avons signée avec les autres communes, je ne voudrais pas
m'étendre sur la Convention parce que c'est une veine polémique. Nous avons besoin de développer notre pays. Le chef d'État l'a dit. Chaque fois qu'il y a une initiative pour avancer, si 95% est bon, c'est les 5% qui posent problème, qui bloquent. On doit convenir d'un modus operandi pour travailler 95%. Nous sommes dans cette logique-là. Et je pense que les projets vont être déployés dans Cotonou, normalement. Et je garde l'espoir, je suis persuadé que Cotonou viendra pour que nous travaillions ensemble. Nous continuons de discuter, donc il n'y a pas de problème. C'est dans l'intérêt des populations de Cotonou. Vous démarrez sans Cotonou? Nous ne démarrons pas sans Cotonou, nous travaillons avec Cotonou. Nous sommes en train d'œuvrer à ce que cela se fasse. Donc ça se fera. Oui. Autre projet important du gouvernement, le projet La Route des Pêches. C'est un vieux projet de plus de 10 ans. Des travaux ont été lancés en 2014, mais sont à peine visibles. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour faire aboutir la réalisation de ces travaux? En principe, la Route des Pêches est un projet touristique avec quelques infrastructures routières, donc qui relève du domaine des infrastructures et du tourisme. Mais compte tenu du caractère sensible de l'écosystème de la Route des Pêches, parce que nous avons des mangroves, nous avons des lagons, des lagunes, des espaces que nous appelons les zones humides. D'ailleurs, toute cette zone a été inscrite dans la Convention Ramsar qui gère les zones humides. Donc nous sommes préoccupés par ce que l'aménagement qui va se faire là respecte l'écosystème et ne le perturbe pas. À ce titre-là, les collègues des infrastructures et du tourisme, y compris l'Agence nationale pour la promotion des patrimoines et de l'entourisme, nous associent intimement. Donc il y aura un développement qui va être différent de ce qu'on nous a montré ces derniers temps par rapport à un projet chinois développant un projet qui ne respecte pas du tout notre spécificité touristique. Mais l'aménagement balnéaire est un des 7 pôles de développement touristique aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est pour ça aussi que la protection côtière a été rendue économiquement justifiable et soutenable. Parce que protéger la côte uniquement pour la protéger, on n'avait pas de financement parce que économiquement, ce n'était pas soutenable. On dépensait plus d'argent que la valeur foncière qu'on voulait protéger. Après ce moment-là, c'était difficile de trouver de l'argent. Quand le gouvernement a décidé de coupler la protection côtière avec l'aménagement balnéaire et le développement touristique, aux yeux des financiers internationaux, c'est devenu économiquement rentable. Et vous avez vu, on peut en parler si vous voulez, nous allons démarrer la phase 2 du projet de protection côtière à l'est de Cotonou, depuis le chenal de Cotonou jusqu'à PK 15 là-bas. Ça, c'est le segment 4. Ensuite, nous ferons Ouida, Avlekete et Djegbadi, qui sont des zones critiques, mais là où nous voulons développer des infrastructures hôtelières, en liaison avec l'aménagement de la porte du non-retour. Et là, nous ferons une digue submergée pour rendre... Vous savez, la barre est très forte et difficile à nager le long de nos côtes, sur le golfe de Guinée. Donc, la digue submergée va créer un lac marin pour permettre le développement de l'infrastructure touristique. Ça va se faire à l'Ida. Vous avez dit que c'est un écosystème assez fragile. Oui. Comment est-ce qu'on a évalué les études pour les adapter fondamentalement à, je dois dire, la sensibilité de cet écosystème-là? D'abord, sur toutes les mangroves, les palutuviers, les espaces humides et tout ça, il n'y aura pas de construction en dur. Il n'y aura pas de construction en dur. Ça va être des espaces de navigation, de plaisance et tout ça. Il y aura de la construction entre la mer et cette lagune-là. Des constructions légères qui respectent l'environnement naturel et qui favorisent le développement du couvert végétal, comme les cocotiers, comme tout ce que nous avons autour. Fondamentalement, nous sommes regardants de ça parce que je suppose que quand les gens viennent à Cotonou, quand les gens viennent au Bénin, c'est pour venir voir les palutiviers, c'est pas pour voir des immeubles qu'on trouve à New York ou à Shanghai. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc c'est vraiment un aménagement touristique, un écotourisme, pour être à l'aise dans l'élément que je connais, un tourisme qui respecte l'environnement et qui promeut le développement durable. Une question de compréhension, que convient-il d'appeler valorisation du littoral dans ce projet? La valorisation du développement du littoral est le développement du tourisme balnéaire, l'aménagement de nos plages. Et là, je reviens sur une opération
qui est vite passé, mais que beaucoup de gens n'ont pas observé, mais qui a donné beaucoup de valeur à notre littoral. Jusqu'en décembre, ceux qui avaient l'habitude d'aller à Fidjose ne pouvaient pas s'asseoir. Nous avons mobilisé 3800 jeunes pour nettoyer 125 km de plage, depuis Ilakondi jusqu'à Craqué, en prélude à la protection et au développement des activités touristiques. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de brigades qui sont positionnées, qui surveillent pour éviter que ça ne se salisse. Nous avons positionné des poubelles et ça crée des emplois. Les 4000 jeunes qui ont été employés en l'espace d'1 mois ont été payés. Ensuite, maintenant, chaque brigade, c'est une cinquantaine de personnes que nous payons régulièrement depuis décembre. Vous voyez, aujourd'hui, nos plages sont propres. Le 5 juin dernier, j'étais à la plage pour planter 3000 cocotiers avec les forces militaires. Nous avons, sur la plage de Tobin, la plage était nickel. Et ça fait plaisir. Vous avez vu, la plantation est également une autre étape qui favorise le développement, la reconstitution de notre couvert végétal sur les plages. Donc, nous avons un processus qui part du nettoyage, de la sécurisation, puisque nous allons mettre des brigades de sécurisation ici, l'aménagement, les plantations, les constructions touristiques, tout ça, c'est ce que nous appelons la valorisation qui rend économiquement justifiable l'investissement dans la protection contre l'érosion côtière. Les riverains sont tenus de céder les lieux. Il faut à peu près 30 milliards pour les indemniser. Oui. Où est-ce que nous en sommes? Ben, la commission a commencé à travailler, la commission est installée. Les 30 milliards, je crois qu'on doit être un peu plus que ça, autour de 35 milliards. Les coûts sont connus, validés, acceptés par les populations. Donc le dédommagement se fera dans la mise en œuvre des projets. Les bonnes dames de Djabadji aussi, prises en compte, celles qui font du sel à partir de... Vous allez voir que les zones de production de sel sont préservées, parce que c'est une curiosité touristique. Tout à fait. Que nous voulons intégrer. On ne le détruira pas. Les touristes qui viendront là doivent aller voir comment est-ce qu'on fabrique le sel chez nous. Ça va rester dans le cadre traditionnel. D'autres investisseurs, ça c'est pas à l'intérêt de l'État, d'autres investisseurs peuvent venir moderniser la production du sel à côté. Mais l'investissement touristique a l'obligation de préserver l'activité économique de ces dames-là. Vous savez, bien des Béninois commencent à se poser des questions par rapport à la route des pêches. Pouvez nous dire un peu quel avenir pour ce projet avec le gouvernement en place? Surtout qu'elle change de forme, de sens, de dimension. Je vous ai dit l'essentiel de ce qui va se faire sur la route des pêches. La route, ce qui est prévu jusqu'à présent, il y a une partie qui sera bitumée depuis Erevan jusqu'au niveau de Togben pour remonter sur la RNIE numéro 1. Mais après ça, ça va être ce qu'on appelle une route de plaisance. Ce n'est pas une route qui permet de circuler à grande vitesse, mais c'est une route qui permet d'avoir une vitesse pour visiter le paysage et le calme dont on a besoin pour développer l'activité touristique. Si vous mettez une route rapide, essentiellement rapide, vous allez couper la plage de la zone des lagunes et consorts. Donc il faut que la route permette les va-et-vient. Je dois dire, la route là, une double fonction jusqu'à une certaine oui, vous verrez que c'est jusqu'à la hauteur qui est aujourd'hui densifiée en termes de construction. Quand vous allez à Fidjose, c'est densifié. Les gens ont besoin de route pour circuler. Mais le véritable projet route des pêches, c'est après Fidjose. Parce que quand on sort de Fidjose, où aujourd'hui vous n'avez que des maisons de la résidence, on a arrêté. Et de là commence. Donc c'est un projet qui a une partition étatique, la route, la protection côtière, les digues et consorts, et une composante investissement privé, construction d'hôtels et tout ça. Nous allons travailler à ce que les investisseurs privés viennent s'installer. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait jusqu'à présent? C'est parce qu'on n'a pas créé les conditions pour que l'investisseur vienne. Depuis qu'on a annoncé la protection côtière, nous avons le Club Med qui est intéressé. Nous avons les chaînes Four Seasons qui viennent, qui nous demandent. Moi, j'ai reçu au moins 5 opérateurs hôteliers qui sont au moins venus voir pour dire qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous faites la protection, quelles vont être les conditions d'installation? Donc, on rend la chose possible. On communique autour. Mais avant, personne ne peut venir implanter un hôtel 4 étoiles là, si vous ne lui avez pas offert un aéroport comme celui qu'on veut faire à Glodibé, par exemple. Oui, tout est lié. Vous parlez de la protection côtière, justement, la côte Sérode de Cotonou jusqu'à Ilakondi.
Quel est votre plan pour sauver les côtes béninoises? Merci, merci. C'est pour la première fois depuis notre indépendance qu'on a enclenché un processus de réflexion, de gestion de notre côte, des 125 km de côte que nous avons. La protection côtière qui se passe à Ilakondi, qui est due un peu au manque de vigilance de notre part, parce que les conventions internationales disent que vous ne pouvez pas protéger votre côte jusqu'à moins de 10 km d'une frontière. Sinon, vous rejetez l'érosion chez le voisin et ça peut créer des conflits. C'est ce qui s'est passé puisque le Togo a protégé jusqu'à là. Nous sommes en train de discuter. C'est pour la première fois que nous avons des études complètes financées dans le cadre du PUGMU et renforcées par le gouvernement sur le comportement de notre côte. Aujourd'hui, j'ai une carte qui me dit telle partie s'engraisse de 5 mètres par an, telle partie s'érode de 2 mètres par an, la zone de Akpakpa là s'érode de 7 mètres par an, et c'est vrai. Qui indique également quelles sont les parties qu'il faut protéger. Voilà pourquoi nous sommes allés sur le segment 4 à Cotonou, c'est la partie la plus urgente. Le segment de Ouida, le segment 2, c'est ensuite la partie critique. Nous allons passer sur Ouida après Cotonou. Et le troisième segment, qui était un segment stable, mais qui a été rendu instable par les travaux du Togo, c'est le segment 1. Il a conduit jusqu'à l'embouchure du Roi, ce qu'on appelle la bouche du Roi, l'embouchure du fleuve Molo. Sur Cotonou, nous avons passé les marchés, nous lancerons les travaux courant juin. Sur Ouida, Djegbadi et Avlekete, les travaux seront lancés dans le 3e trimestre. Tout se passe bien, puisque le contrat est déjà signé aussi. Sur Grand Popo, le segment 1, nous n'avons pas fini les études techniques. Je vais réceptionner les études techniques APD en octobre. À partir de ce moment-là, nous allons enclencher la phase de structuration financière et je pense, si tout va bien, que les travaux démarreront en 2018. Si on a fini ça, notre côte sera stabilisée définitivement. Oui, et être sous contrôle, puisque nous allons également installer, avec l'aide de la Banque africaine de développement, le projet Ouaka, c'est un projet qui regroupe la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo pour la surveillance et l'aménagement de notre côte. Nous allons installer des équipements de surveillance pour que nous ayons un tableau de bord qui nous dise clairement comment les choses se passent et réagir en temps de... Certaines études ont montré que les solutions doivent être intégrées et que les pays de la sous-région devraient s'entendre, ma foi, pour trouver une solution assez durable. Quand je vous ai écouté, je n'ai pas senti que c'était une solution, en tout cas concertée avec les autres pays. Chacun y est allé. Le Togo nous a rejeté le mal. On est en train aussi d'y travailler pour peut-être le rejeter ou rejeter ça peut-être au Nigeria. Non, il y a eu Maldon dans l'intervention au sud-est du Togo. C'est la seule Maldon qu'il y a eu. Après ça, on travaille ensemble. Je vous ai cité les 4 pays qui sont dans le projet Ouaka. Nous avons appris de ce qui est arrivé au Togo. Et depuis là, le projet Ouaka a été mis en place pour que les 4 pays réfléchissent ensemble. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Nous sommes en discussion pour inclure le Nigeria. OK? Donc aujourd'hui, l'UMOA qui garantit également l'intervention sous-régionale est impliquée. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons rempli les conditions pour travailler ensemble et non plus de façon... José Tonato, nous irons sur le parc Pendiari. Le 30 mai dernier, vous avez signé un contrat avec le groupe African Parks, à qui vous a confié la gestion de ce parc. Dites-nous un peu, quels sont les termes de ce contrat? Le parc de la Pendiari, quand je disais qu'après avoir posé le diagnostic, nous avons traité des urgences, le parc de la Pendiari est l'exemple d'urgence même auquel nous nous sommes confrontés. Il y avait de gros problèmes de sécurité. De gros problèmes de sécurité, les touristes étaient attaqués, mais beaucoup plus que les touristes, la faune était en danger. Les espèces protégées étaient en danger. Notre éléphant était en danger. Et nos bêtes qui sont dans cet espace-là étaient vraiment en danger. Le braconnage, le parc de la Pendiari et le parc W étaient devenus le haut lieu du grand braconnage international. Donc nous avons, dans un premier temps, mis en place
des brigades d'interforce, eaux et forêts, armées de terre, pour juguler le principe. Avec l'aide du chef de l'État, nous sommes allés chercher les spécialistes de la gestion des parcs, African Park, dans un premier temps pour mettre en place un plan d'urgence. C'était une polémique parce qu'on ne sait pas, on n'avait pas su comment est-ce que ça peut se faire, la désignation, la sélection, ou en tout cas l'opération qui a conduit justement à la rétention. Ce qui est clair, la polémique, le gouvernement est responsable des actes qu'il pose. Le gouvernement veut régler un problème. Le meilleur partenaire a été identifié. La question a été discutée au gouvernement. La décision a été prise au gouvernement et les formalités vis-à-vis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics a été faite, puisque notre code des marchés publics offre plusieurs possibilités. C'est moi qui ai conduit les démarches. Donc ça a été en toute, même si African Park a été indiqué, ça a été en toute transparence. Oui, et José Tonato, nous avons fait la preuve que nous ne savions pas gérer. Nous n'avons pas les capacités de garantir la vie d'un parc. Quand je suis arrivé ici, dans le premier mois, le délégué de l'Union européenne m'a appelé. Les Allemands m'ont appelé. La Banque mondiale m'a appelé. Notre parc est en danger. Il y a des images d'éléphants qui circulent sur le monde entier. Au Bénin, nous avons l'image d'un pays laxiste, non respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Nous organisions nous-mêmes avec nos forces le braconnage et le massacre des espèces protégées. Et vous voulez qu'on croise les bras? Oui, José Tonato, African Parks prend ainsi des activités naguère menées par le PAGAP, le projet d'appui à la gestion des aires protégées du Sénagref, mais soutenu par la Banque mondiale, la GIZ et d'autres partenaires. Mais de quels moyens dispose African Parks pour faire autant, en plus que... Je vais vous expliquer. L'arrivée de African Parks, c'est comme si j'ai un marché que je fais gérer par le Sénagref. Je me dis, moi-même, j'évalue mes moyens, je dis, je n'ai pas la force ni la capacité de gérer. Je vais faire venir celui qui gère, qui sait gérer, qui a montré ses preuves. African Park gère 11 parcs en Afrique. La Pendjari est le 12e parc. Et je vais mettre le Sénagref à côté de ceux qui savent faire, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent et pour qu'on les forme avec les moyens. Le contrat African Park, c'est 26 millions de dollars. Si mes souvenirs sont bons, dans les 26 millions, ça fait 15 milliards 600 millions de francs CFA, dont l'État n'apporte que 6 millions de dollars. Le reste est mobilisé par African Park, par ses réseaux. Et sur les 26 millions que nous attendons, par exemple, les différentes fondations installées aux États-Unis et consorts, depuis que nous avons signé avec African Park, nous avons plus de 35 millions de dollars mobilisés. Donc, l'engouement. Est-ce que vous savez que sur les Big Five qui font la réputation des parcs animaliers, le Bénin, seul en a 4. Il ne nous manque que le rhinocéros. Voilà la richesse que nous sommes en train de démolir. Et parce qu'on a annoncé simplement que African Park, qui est de réputation internationale, est connu, va prendre en gestion le parc de la Pendjari, 101 francs d'investis entre 2016 et 2017. À la même époque, nous avons déjà plus que doublé la fréquentation de la Pendjari. Les statistiques sont là. Donc, ce n'est que bénéfice pour les partenaires, dont le Sénagref, dont j'ai la gestion. C'est moi qui ai la tutelle du Sénagref, puisque le Sénagref est un démembrement des eaux, forêts et chasses. Mais tous les partenaires ont donné leur accord pour accompagner la gestion déléguée d'African Park. Tous les partenaires, dont la Banque mondiale, je les ai reçus, qui sont dans le PAGAP, la GIZ et le financement allemand, ils sont d'accord pour accompagner African Park, puisque ce n'est pas le Sénagref qui les accompagne, ce n'est pas African Park qui les accompagne, c'est l'État du Bénin qui les accompagne pour sauver la Pendjari. Et c'est ce qui est important. Justement, la gestion d'un parc, c'est la surveillance du parc, c'est la construction de points d'eau, c'est la promotion du parc, c'est le tourisme. Il nous est revenu que African Park ne fait que la surveillance et la construction de campements pour les amodiataires. N'y a-t-il pas... Enfin, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous comptez confier le reste des activités à d'autres groupes.
Dans le cas de la gestion déléguée, African Park va s'occuper de la sécurisation avec les moyens modernes, va s'occuper de l'aménagement, les pistes et consorts pour permettre de visiter le parc, va s'occuper d'aménager les miradors pour observer les bêtes, va gérer la totalité de l'activité du Sénagreffe, avec le Sénagreffe. La seule chose que African Park ne fera pas, c'est l'hôtellerie. Parce que l'hôtellerie, c'est des spécialistes. La construction de loges de luxe, 3 étoiles, 5 étoiles, tout ce qu'on veut, nous allons ouvrir. Si quelqu'un comme le groupe Accor, je dis peut-être le groupe ou Four Seasons ou d'autres, ou le Club Med veulent construire dans la Pendjari un réceptif. Oui, vous citez le Sénagreffe. Sénagreffe dans le groupe exerçant dans le cadre de la gestion des parcs et le PAGAP. Que devient le PAGAP? Le PAGAP est un projet. Oui. Le PAGAP est un projet qui va vers la clôture cette année déjà. Le PAGAP est un projet. Le Sénagreffe a d'autres activités. C'est comme si aujourd'hui le PGMU ferme. Si le PGMU ferme, on va continuer à faire l'assainissement de Cotonou, la gestion. Donc le programme, ce qui importe, c'est ce que devient le Sénagreffe. Tout le monde a oublié que le Sénagreffe était un démembrement des eaux et forêts. Et c'est parce que les partenaires ont voulu spécialiser la gestion des aires protégées, la gestion des parcs animaliers, que le Sénagreffe a été créé. Mais faisons le bilan de cette spécialisation aujourd'hui. Le résultat de la Pendjari est là. La Pendjari est mourante. Dans d'autres pays, quand on a fini de faire l'évaluation, il faut payer le prix de l'évaluation. Mais nous avons fait le choix d'amener les meilleurs partenaires et de faire avec le Sénagreffe. Oui. C'est ce que le gouvernement a décidé. Nous allons évoluer dans cette émission. Nous en sommes presque à la fin. Le ministère du cadre de vie et du développement durable n'est rien d'autre que l'ancien ministère de l'Environnement. Une dénomination qui évoque forcément des réformes. Quelles sont vos réformes, monsieur le ministre? Vous comprenez bien que tous ces projets, je n'ai pas eu l'occasion de parler d'un projet qui tient beaucoup au gouvernement et surtout au chef de l'État. C'est le projet de 20 000 logements économiques, et qui est un projet qui règle des problèmes de logement. Jamais dans notre pays, on a réussi à faire de la promotion immobilière à grande échelle. Nous avons fait le bilan depuis 1900. Depuis 1960, nous sommes à moins de 3 000 unités de logement produits. C'est inacceptable. Entre maintenant et 2021, le besoin en logement, c'est 320 000 logements. Mais le gouvernement a fait le choix de produire en grande masse 20 000 logements répartis sur une quinzaine de villes, dont la moitié sera dans l'agglomération de Cotonou, 11 500, pour permettre aux Béninois d'accéder à des logements 4 pièces avec, ce qui n'est jamais arrivé en Afrique, des taux ne dépassant pas 2%, entre 1 et 2%. J'étais à la BOAD dans un colloque de présentation de logements abordables. Tous les collègues des autres pays ont voulu voir comment le montage financier du projet a été fait. Aujourd'hui, la société d'économie mixte, qui va gérer la création et la construction de ces logements, a été créée. Et donc, nous sommes dans les starting blocks. Il y a des expériences par le passé qui n'ont pas prospéré, justement, monsieur le ministre. Justement. Sur quoi vous voulez surfer pour y arriver, vous parlez de taux de 2%. À la fin, le problème se montre justement à la fin où, ma foi, ceux à qui c'est destiné n'ont pas forcément peut-être les moyens pour y accéder, que carrément ce soit des gens un peu plus huppés, un peu plus capés du point de vue statut social, qui s'en accaparent. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez raison de douter parce que depuis 57 ans, nous ne sommes pas arrivés. Déviation, des choses qui se sont passées. C'est pour ça que, d'abord à cette échelle, ce sera la première fois qu'on va en produire autant. Dans le mode de sélection, nous allons mettre un dispositif en place pour qu'il n'y ait pas, on ne ratera pas la cible. Ensuite, il y aura d'autres opérations de logement. Il y aura de logements de moyen standing, il y aura de l'opération de grand standing. Mais les 20 000 là, je vais m'occuper personnellement de ça pour que ceux qui sont riches ne viennent pas trouver de logement dedans. Vous m'avez demandé par rapport aux réformes. Oui. Nous avons engagé plusieurs réformes. C'est vrai, il y a eu déjà la révision du code foncier domanial, il y a eu l'adoption à l'Assemblée de la loi 4 sur l'aménagement du territoire. Nous attendons impatiemment
le vote de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques, de la loi sur le littoral, parce qu'on a parlé longuement du littoral, c'est un écosystème fragile qui doit être protégé. Les investissements de la Banque mondiale sont conditionnés par ça. Donc nous aurons également une loi sur le littoral et nous travaillons actuellement sur 2 codes pour compléter le code foncier domanial. Nous travaillons sur le code de la construction de l'habitat. Vous avez vu toute la polémique sur limitation 2 étages, mauvaise construction, éboulement, effondrement. On va régler cette question-là également. J'ai parlé de lotissement des zones inondables. Nous allons faire un code de l'aménagement et de l'urbanisme. Il y a sur la table un code sur les baux et les loyers. Aujourd'hui, on demande 2 ans de caution, 2 ans d'avance. Moi, j'étais en Tunisie, c'est 2 mois. Celui qui paie plus de 2 mois, il est censuré. Il faut qu'on arrive à ces choses-là pour que les Béninois vivent dans de meilleures conditions. C'est ça la dimension sociale de tout ce que nous faisons. Monsieur le ministre, à vous entendre, beaucoup d'actions sont prévues au ministère du cadre de vie et du développement durable. Mais à quoi peut-on s'attendre alors d'ici à 2021 par rapport à ce ministère? Ce à quoi il faut s'attendre, c'est, je suis convaincu que la conjugaison de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets, 20 000 logements, asphaltage, protection côtière, marché urbain, gestion des déchets, assainissement de Cotonou, ville durable, j'ai parlé de ville durable, où nous allons combiner des projets de développement urbain, d'habitat, de foresterie, de gestion des déchets de services urbains dans une 30aine de villes du Bénin. Si on fait tout ça, je suis convaincu que le cadre de vie des Béninois va fondamentalement s'améliorer et que les Béninois vont le ressentir. Quand on a réalisé tous ces défis, quelle autre action à mener? Vous avez certainement compris que ce n'est pas des défis qui sont totalement gérables, de façon définitive, dans le laps de temps que nous avons, c'est-à-dire d'ici 2021. Vous allez déborder. Mais nous allons, il ne m'appartient pas de traiter de ces questions-là. Je vais travailler de façon acharnée tous les jours pour que on n'est pas dans une dynamique de standard, on est dans une dynamique d'amélioration des conditions de vie. Toute brique qu'on peut mettre chaque mois, chaque année, pour que les Béninois se sentent mieux, c'est à cela que nous allons travailler inlassablement jusqu'à la fin. Et quand nous serons à la fin, nous allons... Ce qui nous intéresse le plus, c'est le ressenti et l'impact des populations du Bénin. Je souhaite qu'en 2020, 2021, il n'y ait plus d'inondations à Cotonou. Ça, c'est palpable. Je souhaite qu'il y ait 20 000 logements construits. C'est palpable. Que 600 km de voies soient bitumées. Votre mot de la fin, nous vous laissons l'occasion donc de conclure cette émission. Merci beaucoup. C'est très passionnant, le travail qu'on fait. C'est redoutable quand on vous confie la responsabilité de l'amélioration du cadre de vie, parce que c'est une démarche intégrée, avec beaucoup d'intrants qui ne proviennent pas forcément de vous, qu'il faut savoir organiser, intégrer et gérer. Je souhaite simplement que, dans ce contexte-là, la disponibilité du gouvernement rencontre 2 partenariats essentiels. Le partenariat managérial des collectivités locales pour conduire à bien ces projets et le partenariat qui va naître de l'adhésion des populations à ces projets-là de façon à opérer de réels changements de comportement. L'environnement, c'est ça, impulser le changement de comportement. Si vous créez tout ça, si vous faites toutes ces infrastructures, vous aménagez et qu'on continue de jeter les déchets sur la voirie, on n'aura pas avancé. C'est là l'indicateur. On aura réussi si demain, dans chaque maison, nous avons 3 poubelles et qu'à la source, chacun trie ses déchets automatiquement, que nous ayons notre système de gestion des déchets qui fonctionne bien, que nous ayons un transport urbain propre, que nos villes soient moins polluées, fonctionnent mieux, que nos villes soient simplement agréables, que notre cadre de vie nous permette de vivre un peu plus durablement. Mais ça, c'est la gestion, c'est le management, ce n'est pas seulement les investissements. Donc, il faut de la communication. Nous travaillons à ça. Mais j'insiste sur le fait que la partition des collectivités locales est fondamentale et il est temps qu'elles se rendent compte
de l'importance de leur rôle pour permettre à ce que les choses se passent normalement, d'autant plus que nous sommes disposés à travailler ensemble. Merci. Programme d'action du gouvernement, quel défi pour un meilleur cadre de vie? C'est la préoccupation qui nous a amené à recevoir mon collègue Tanguy Agoy de Kala 3 et moi-même Mesmer Disso, le ministre José Tonato du cadre de vie et du développement durable. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.